Lama dang gumbo jambe yung ma sha za lo kong ge lo ge dim nye den de nye tra nam da ra sra ve ji nye dang gen ji yin zui chi re nye je tu gra lo bam zen kong da si be zhe ri ma ri men tong dong e ji ze ve ro so gun la pu je tar ze yin la zhe ju yong din song ru de che tu nyum Leje jagdun dronze jene mare mensre dungren yuk jinye chönze raje nam dene tajin saju tarsun yönden luzu ze tu yuku chuntra chudon chunyi jente dalu mens jambe yong la du zedin cheje chenra vizreje Dalu de mu memba rasrane kanang denju jong lo to ba ye lo je pa pe no wa sal do so nam da su jim ser je sa ye de den zan pa me ring ge ben se sharap ni de no ye chu kun sara tum chon ro ye lam sha ge yor Rekam saben menru dambe su remni lomje loburu chama jong deshin ku jende bu tanzebe yongzen lama ju barje la de sarab gandu si je tanye le tamge sam shage yong song shin Jean Jim Yimbe Lamkin Karma ba mi je de be che zu ge du Rogam Jesse Zongwe Bashin Le Zongre Jeve Che Yin Gan Tam Nyan Nave Yap Yalve Yap Du Churjan Jesse Sur Nave Singe Teme Lo De Zol La So Tene Ta Ta Chetan Karis Chogye Na Yang Mwendo Samba Shongjib Chodo Semche Ro Nang Shude Tere Donc, Kempo vous demande à tous de commencer par générer l'esprit d'éveil et avec cette motivation, écoutez s'il vous plaît attentivement les enseignements qui vont être donnés. Et en ce qui concerne les questions qui nous sont parvenues, une question concerne l'esprit d'éveil. Et donc, Khenpo Rinpoche va dire quelques mots à propos de l'esprit d'éveil. Mind training sayata tene jase lanin sodem matan tatinde tamna chindo kanka chongjup semten derde Now donc les lamas dans différents centres bouddhistes enseignent très souvent un sujet qui s'appelle l'entraînement de l'esprit, et ils enseignent également très souvent les 37 pratiques des bodhisattvas, etc. Et tous ces sujets en fait traitent de l'esprit d'éveil. Donc quiconque veut en savoir plus sur l'esprit d'éveil, Khenpo lui conseille, s'il n'y a pas d'enseignements qui sont donnés à ce sujet, de lire des traductions à propos de ces sujets. Il y a des traductions en anglais, en français, en allemand et peut-être même dans d'autres langues. Et ensuite, donc, il y a un autre texte qui, en sanskrit, est appelé le Bodhicharyavatara,
qui est traduit de la façon suivante. Un guide pour s'engager sur le chemin des bodhisattvas. Et la personne qui a posé cette question est française, et par conséquent, Khenpo Rinpoche souhaite lui dire que ce texte, le Bodhicharyavatara, il y a une traduction française de ce texte que vous pouvez acheter et lire. Et il y a un comité de traduction qui s'appelle Padmakara, qui est relié au centre Nyingma, au centre bouddhiste tibétain Nyingmapa, qui se situe en Dordogne, près de d'Agpo. Et ce comité de traduction a traduit à la fois le texte racine et un commentaire de ce texte en français. Et Khenpo Rinpoche lui-même, durant 4 cours d'été à Dagpo, a enseigné ce texte, le Bodhicharyavatara. Donc Khenpo Rinpoche dit que vous pourriez demander à l'administration de Dagpo Kaguling de vous fournir le transcript de ces 4 enseignements, de ces 4 cours d'été. Et Khenpo Rinpoche a basé son explication sur le commentaire du Bodhicharyavatara que le comité de traduction Padmakara a traduit. Donc vous pouvez comparer le transcript à la traduction de ce commentaire par Padmakara. Et en général, en ce qui concerne le bouddhisme tibétain, il y a 160 commentaires différents du Bodhicharyavatara en tibétain. Donc, Khenpo Rinpoche vous recommande d'étudier ce texte, et ce qui va vous permettre d'acquérir une connaissance de ce qu'est l'esprit d'éveil. Et à l'avenir, si vous avez des questions à propos de l'esprit d'éveil, vous pouvez les poser à Khenpo Rinpoche. 다지 법단라고 제 대베 소르지 되네 되게 라닌도 따도 간데 제고 민고 처음에도 와tö섬 감바 생겼는데 단 지기 주차돼요. 잘 봤었네. Now there is a frequent. Et en fait, il y a souvent on n'arrive pas à comprendre la connexion ou les connexions entre l'étude des écritures bouddhistes, la réflexion sur leur sens et la méditation. Très souvent dans cette partie du monde, les membres des centres bouddhistes
pense de manière erronée que les études bouddhistes sont simplement un exercice intellectuel et que qu'elles n'ont pas le même impact et la même valeur que la méditation. Et par conséquent, certains individus qui donnent des enseignements bouddhistes informent de manière erronée les membres de leur auditoire que les études bouddhistes ne sont pas quelque chose dans lequel il faut faire beaucoup d'efforts. Simplement parce que les personnes qui donnent ces conseils n'arrivent pas à avoir une compréhension correcte de la pratique bouddhiste. En fait, la pratique bouddhiste, qui a pour but d'atteindre l'éveil, a trois ingrédients. Le premier, c'est d'écouter des présentations des écritures bouddhistes dans le contexte où donc un guide spirituel bien authentique explique ces écritures, et grâce à la connaissance du contenu de ces écritures, le pratiquant est capable alors de contempler ou de réfléchir à un aspect plus profond de ces sujets qui sont exposés dans ces écritures. Et en conséquence de cette contemplation ou de cette réflexion, il acquiert une connaissance définitive de ces sujets, ce qui lui permet de méditer sur ces sujets, de méditer dans le contexte de ces sujets, que ce soit la vacuité ou l'entraînement de l'esprit, quel que soit le sujet. Donc, afin d'être capable de méditer sur quelque chose, ou de se familiariser avec quelque chose, il faut que la personne, avant de faire cette pratique de la méditation, doit commencer par acquérir une connaissance du sujet. Ensuite, il faut qu'il approfondisse sa connaissance du sujet grâce à la contemplation ou à la réflexion. Et alors, alors, le pratiquant sera capable de méditer sur le sujet en question, sur la base de sa connaissance du sujet, qui est maintenant définitive. Et sans cette connaissance définitive, il ne peut pas méditer. Donc les trois, l'étude, la réflexion et la méditation, ne sont pas des pratiques séparées. Elles sont les trois ingrédients de la pratique bouddhiste, la pratique qui mène à l'éveil. Dans les définitions des gourmands, Quand définition. Chenjuki. Tapena Shanju Simpson get the Chidan, Yachimbushira Rede, show Duna, Junjugan Carson Arsana, Shanju Munbe Semtan, Jukbe Semni Somare. Now, in the Bodhicharya, Et dans le Bodhicharya Avatara, si on revient donc à l'esprit d'éveil, il y a une définition de l'esprit d'éveil au début du texte, dans la stance 15, qui dit « Sachez que, en bref, l'esprit d'éveil présente deux aspects. D'une part, l'aspiration à l'éveil, d'autre part, l'engagement dans l'éveil. »
donc, premier aspect, c'est l'aspiration et l'éveil, et le deuxième, c'est l'engagement dans l'éveil. Et donc là, dans l'engagement dans l'éveil, on met en pratique l'aspiration à l'éveil. Donc, au début, le pratiquant débutant commence par cet aspect de l'aspiration à l'éveil. Rang lama trela. Ya. Thoma me bi tu nga zo kap kal pha kap kal ma che ne son de chre. Che sa nam kha ba nyam be sem jin tha da gi yu la dungal sam ji me sha ba mang gu yue de chre. Dungal de ka ga nge sel go gu yue. Se wa she par la rani thoma nu den ji so go gu du. Ai ngarang Se tung pinch nu den ji. nu den. Te de nga sanje ji kom top go den sanje kom la se chi dun dum ba. So Donc, l'aspect de l'aspiration est expliqué de la façon suivante. Ici, le pratiquant prend tous les êtres sensibles qui sont en nombre aussi vaste que l'espace comme son point de focalisation, en réalisant que chaque être sensible a été, dans une vie ou une autre, était un de ses parents. Sachant que on a tous repris des renaissances innombrables dans d'innombrables existences mondaines. Ce qui fait qu'on a une connexion avec tous les êtres sensibles. Et tous les êtres sensibles présents dans différentes existences mondaines traversent beaucoup d'épreuves et ont beaucoup de souffrances. Et donc on pense que chaque être a été son parent, et donc on arrive à la conclusion qu'il mérite notre compassion et notre aide en retour. Et afin d'être vraiment capable de faire le bien de tous ces êtres sensibles, il faut que l'on soit capable de faire leur bien. Et être capable de faire leur bien signifie que l'on a atteint soi-même l'éveil. C'est uniquement à ce moment-là que l'on sera vraiment capable de guider les autres. Et en gardant ça à l'esprit, on se focalise sur les efforts nécessaires qui permettent de réaliser ce but. Les efforts qui vont nous permettre de réaliser ce but. Et on ne fait pas ça pour notre propre bien, mais pour le bien de tous ces êtres sensibles qui, comme on l'a compris, méritent notre aide. Ensuite, il y a l'aspect de l'engagement, ou l'aspect d'accomplir cela. Donc là, on va au-delà de l'aspect d'aspiration, et on s'engage dans les actions qui vont nous permettre d'accomplir ce but. Et les causes principales qui permettent de réaliser l'éveil ou d'obtenir l'éveil, ici on trouve 10 actions qui sont connues comme étant les 10 paramitas, les 10 actions qui transcendent le monde. Certains d'entre vous ont peut-être seulement entendu parler de 6 paramitas et se demandent
quelles sont les quatre restantes dont vous n'avez pas entendu parler. Et les quatre qui restent sont en fait des branches de la paramita du discernement. Et Khenpo Rinpoche a expliqué les paramitas durant plusieurs cours à Dagpo Kagyu-Ling. Donc s'il vous plaît, contactez la personne appropriée dans l'administration de Dagpo pour obtenir les transcripts qui exposent les paramitas. Khenpo Rinpoche avait 45 ans quand il a commencé à enseigner à Dagpo Kagyu-Ling et depuis lors, jusqu'à maintenant, à l'âge de 71 ans, il a donné des cours à Dagpo régulièrement. Et donc, il est devenu un vieil homme tout en enseignant à Dagpo Kagyu-Ling. Donc maintenant, on va continuer avec le texte. Donc on est arrivé à la quatrième sous-partie sur les 5 dans cette partie donc qui expose Vipassana. Et son titre, c'est la manière de méditer ou la manière de se familiariser. Et comme cela a été expliqué auparavant, en ce qui concerne la méditation, il y a deux perspectives. En ce qui concerne l'objet de méditation, il s'agit de l'absence d'essence des objets extérieurs et de l'absence d'essence de l'esprit lui-même, qui sont donc présents. Tanda savanangla pebdegiore. So in terms of the way to meditate, donc en ce qui concerne la manière de méditer, donc la manière de méditer, c'est sur la base de la connaissance supérieure qui connaît les deux aspects de l'absence d'essence ou de l'absence de soi. La connaissance supérieure qui connaît ces aspects d'une manière définitive se focalise sur ces deux aspects. Et si
s'il n'y a pas une connaissance définitive de ces deux aspects, qu'est-ce qui va se passer alors au niveau chez un pratiquant qui essaie de méditer sur ces deux aspects de l'absence de soi? Eh bien, le pratiquant en question va essayer d'imaginer ce qu'est l'objet de méditation. Donc ça va être ici, ça va être un processus où le pratiquant imagine des choses. Et au moyen de l'imagination, ce n'est pas possible de faire des progrès. La méditation doit être basée sur la connaissance supérieure, qui est supérieure parce qu'elle connaît d'une manière définitive ce que sont les deux aspects de l'absence de soi. Donc, l'objet de méditation doit être connu d'une manière définitive, ce qui signifie qu'il est connu grâce à la connaissance supérieure. Donc, si l'on prend le premier aspect sur les deux, il s'agit là des objets de connaissance extérieure. Donc, afin de connaître leur absence de soi de manière définitive, il faut qu'il y ait la connaissance définitive du fait que tous les objets de connaissance externe qui se manifestent, que l'on connaît ou que l'on perçoit, sont vides d'une réalité véritable. Sans connaître cela de manière définitive, il n'y a pas moyen que le méditant puisse se focaliser en un point sur l'absence de soi de l'objet en question. Ensuite, il y a le second aspect qui est l'absence de soi de l'esprit ou l'absence d'essence de l'esprit. Et ici, il faut qu'il y ait le même type de connaissance. Il faut savoir ce qu'est la connaissance de l'absence de soi de l'esprit. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait de la nature vide de l'esprit qui est connue grâce à la connaissance illuminante. Cette connaissance ne cessant jamais. C'est une connaissance qui est toujours présente à l'intérieur en tant que nature de l'esprit. Donc, tous les objets de connaissance sont l'union de l'apparence et de la vacuité. Et ici, la seconde question qui nous est parvenue va être répondue. C'est un autre participant de Dakpo Kagyu-Ling qui a envoyé cette question, et cette personne donc a posé une question à propos des objets extérieurs de connaissance, et a posé une question à propos de leur nature, et apparemment il y a une mécompréhension ici, parce que la personne qui a posé la question semble avoir l'impression que la nature des objets de connaissance externe est synonyme avec
la véritable nature de l'esprit, c'est-à-dire l'union de la vacuité et de la connaissance illuminante, qui, comme on l'a dit, il s'agit d'une mécompréhension, parce que les objets de connaissance externe, au niveau de leur nature véritable, sont l'union de l'apparence et de la vacuité. Le mot mécompréhension ici devrait pas être mécompris, parce que en fait on peut attribuer le même type de nature aux objets de connaissance externe. La véritable nature de l'esprit peut aussi être attribuée à ce qu'on appelle les objets externes. Parce que No, and 다 싫어는 the same 기시기ore 소기ore. ngazu zugzu sa nyeg me do wa 민두. 싫어 그 농아 진도 와 데네 생그 바삭 또 차르와 You see, when was en fait, lorsque l'on parle de l'apparence et de la vacuité, il faut comprendre également la chose suivante. Lorsque l'on considère ce que sont les objets de connaissance externes, on fait cela sur la base de la recherche de ce que sont fondamentalement ces objets de connaissance externes. Et la définition dans ce contexte est que les objets de connaissance externe sont au final l'union de l'apparence et de la vacuité. C'est-à-dire que les objets qui apparaissent, ces manifestations, sont vides d'une réalité véritable. Et quelle est l'origine, pas en tant que véritable origine, mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui provoque l'apparition de manifestations comme étant extérieures? Et en fait, c'est le fonctionnement des prédispositions qui sont stockées dans le courant d'esprit qui entraîne la manifestation de ces apparences. Donc, de ce point de vue-là, les apparences sont de la même nature que l'esprit. Donc, quand j'ai utilisé le mot mécompréhension auparavant, en fait, il s'agit juste en fait d'une mécompréhension au niveau de la définition qui est utilisée. Mais au niveau du sens, on peut affirmer, et ce n'est pas une erreur, hein, on peut affirmer que les apparences extérieures qui se manifestent, elles se manifestent grâce au fonctionnement des prédispositions ou des empreintes latentes qui sont stockées dans le courant d'esprit de l'individu. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que, au final, hein, elles ont la même nature que l'esprit. Donc, c'est en partant de ce point de vue-là que dans les enseignements du Mahamudra, il est affirmé, où il est dit que la manifestation des apparences extérieures n'est rien d'autre que la lumière qui irradie du Dharmakaya.
gamje yul non ton One could say On pourrait dire que ces manifestations sont les rayons de lumière du Dharmakaya. sonju ganse gamje yul te non ton sonju gamkin lo te sarton sonju yembala ta chebe nge pa chin rong gore sonje how Néanmoins, afin de définir les deux de manière différente, il y a la définition qui dit que les objets extérieurs sont l'union de l'apparence et de la vacuité, et que l'esprit qui les connaît est l'union de la vacuité et de sa connaissance illuminante. ta tende ge tawe kwa ye yue na yang tawe kwa ti tendo nyambar ma ya na yang ge pa yo ma de so so a person who has a Donc, une personne qui a acquis cette vue sur la base des instructions qui lui ont été données, afin de tirer un bienfait de cette vue, qui concerne donc la nature de la réalité, le pratiquant a besoin de se familiariser avec ces deux aspects de l'absence de soi, en demeurant dans un état méditatif qui, d'une manière constante, se focalise sur ces deux aspects de l'absence de soi ou de l'absence d'essence. ya son do sa and that state Et cet état doit être un état qui est libre de fabrication mentale. chalwa ta tende yul non ton sonju yurchin sarton sonju yena ta tere nam to te pa kan gog me do in fact if En fait, si l'on a une connaissance définitive de ces deux aspects, il est alors clair pour le pratiquant que demeurer dans un état qui se focalise sur ces deux aspects, ou l'un des deux, quand il est dans cet état, il n'a pas besoin de processus mentaux tels que des fabrications mentales, parce qu'il s'agit de demeurer de façon égale sur l'absence de soi. jigge ndere nde mare samsung ko thakjo chenen ro de lo jil segin do so what Donc, qu'est-ce qu'un état qui est basé sur des fabrications mentales? C'est un état où des questions font surface, telles que quelle est la nature de ceci, quelle est la nature de cela, et ainsi de suite. ah c'est de nyam pa singe pekela nyam pa se de ta baram bure meba kanga cha nyam de ba jil segi ro so Donc, qu'est-ce que ça veut dire de demeurer de façon égale dans un état qui est libre de fabrication mentale? En fait, il s'agit d'un état égal qui ne fluctue pas, où il n'y a pas de changement ou de perturbation, où il n'y a pas de haut et bas au niveau de l'état d'esprit. C'est un état d'esprit égal qui demeure ou qui est posé dans sa connaissance de l'absence de soi sans qu'il n'y ait aucune fluctuation. nyam pa ya jin de tele che pa yang cha tang na tene de reg mare son re kan and it's described Et il est déconseillé, une fois qu'un pratiquant est capable de demeurer de façon égale,
on conseille aux pratiquants de ne pas revenir à une méditation analytique, mais de juste demeurer dans cet état égal. Because if one goes back, Donc, parce que si l'on revient à l'analyse, alors l'esprit ne peut plus demeurer dans cet état égal. Il y aura des hauts et des bas, il y aura des fluctuations. now Et il peut arriver qu'un pratiquant qui a atteint un certain degré de capacité pour rester dans cet état égal qui a été décrit en bref, it may be that il est possible que ce pratiquant, du fait qu'il reste dans cet état, perde complètement l'intérêt à pratiquer la méditation analytique. Et donc là, il coule ou il sombre dans un état où il va même avoir du dégoût pour la méditation analytique. Et si cela se produit, indication of et ça c'est une indication que le pratiquant, à ce moment-là, a perdu un certain degré de sa capacité à demeurer dans l'aspect de la connaissance illuminante. which has the consequence Ce qui a pour conséquence que l'esprit perd de plus en plus la capacité qu'il avait auparavant, où il pouvait donc maintenir cet aspect de la connaissance, la connaissance illuminante qui connaît la nature vide de l'esprit. Tingpo. So this Donc cela a pour conséquence, si cela n'est pas remédié, que le pratiquant, au final, sombre dans un espèce de néant. Comme si son esprit avait sombré dans un trou noir où rien ne se produit, où plus rien ne se produit. Et cela signifie que les progrès qu'il avait fait au niveau de la méditation de shamatha et de vipassana sont perdus. Donc cela peut se produire, et certains pratiquants qui pensent de manière erronée que ce néant est en fait le but de leur pratique, et qui donc demeurent dans cet état méditatif pendant des années. Donc quel est le résultat de cela? En fait, le pratiquant, si c'est un pratiquant qui a beaucoup de mérite, qui a pratiqué pas mal d'actions vertueuses dans le passé et qui a donc du mérite, il peut
prendre renaissance dans le domaine du sans-forme, une des existences divines hein, dans l'univers, où donc il continue à demeurer dans le même état méditatif pendant de très longues périodes. Et si c'est un pratiquant qui n'a pas beaucoup de mérite, s'il n'a pas beaucoup pratiqué la vertu dans le passé, alors ce pratiquant risque de prendre renaissance comme animal. Donc c'est vraiment important pour quelqu'un qui se focalise principalement sur la pratique de la méditation, d'être conscient de ses dangers et de ses conséquences, afin que quand cela se produit, cela puisse être remédié. Un pratiquant débutant doit pratiquer à la fois la méditation analytique et la méditation posée. La plupart des écoles de pensée dans le bouddhisme Mahayana affirment que, une fois que sur la base de la méditation analytique, un état d'esprit libre de fabrication mentale a été atteint, alors le pratiquant doit se focaliser en un point sur la nature de cet état. Ce qui nous amène au second aspect qui a été expliqué en bref, au niveau de la focalisation sur les deux aspects de l'absence de soi. Il est déconseillé d'aller et venir entre ces deux états. Dans le cas d'un pratiquant qui a obtenu la capacité à rester dans un état libre de fabrication mentale, ce n'est pas conseillé. Et en ce qui concerne un pratiquant, donc un pratiquant débutant ne va pas être immédiatement capable de rester dans un état libre de fabrication mentale. Il va y avoir différentes expériences qui s'élèvent dans le contexte des efforts qu'il fait dans les méthodes de méditation utilisées. Et ces expériences doivent être également utilisées comme des objets d'analyse dans le cadre de la méditation analytique afin de remédier à la possibilité que le pratiquant ait l'impression d'avoir une très grande expérience et qu'il ait atteint une espèce de réalisation. Donc les expériences et les manifestations qui se produisent à cause des expériences peuvent se produire, et il faut qu'elles soient analysées au niveau de leur absence d'essence.
son bug chuju nima aju sacha dele yembe chuju pamuchege döder nyambar chadu chepa matong se de songdu chepa. Nima Kagyu Satya. So in terms of the Et en ce qui concerne les 4 écoles du bouddhisme tibétain, les 3, l'école Nyingma, Sakya et Kagyu, toutes ces écoles conseillent aux pratiquants qui ont obtenu la capacité à demeurer dans un état libre de fabrication mentale, de ne pas continuer ou de ne pas perturber cet état en revenant à la méditation analytique. whereas the game Alors que l'école Geluk dit l'opposé, ou donne l'instruction opposée. À savoir que le pratiquant, tout en demeurant dans un état égal, doit de temps en temps incorporer à cet état la méditation analytique. because Parce qu'il y a le risque qu'un pratiquant débutant qui a juste obtenu cette capacité à rester dans un état libre de fabrication mentale, que cette nouvelle capacité puisse se détériorer, à moins que l'on n'incorpore la méditation analytique de temps en temps, simplement parce que c'est une nouvelle capacité. so here Donc ici, on trouve une certaine différence en lien avec ces instructions qui sont données dans les 3 écoles Kagyu, Sakya, Nyingma et l'école Geluk. and there is a lot Et il y a beaucoup de discussions qui se déroulent encore aujourd'hui à propos de ce sujet, donc entre ces différentes traditions. yeah because Parce que une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de discussions, c'est que c'est vraiment c'est facile de démarrer une discussion grâce aux appareils numériques. On n'a pas besoin de faire venir un groupe spécifique de personnes et d'organiser leur logement, etc. Et pour débattre avec eux, il suffit de se brancher sur Internet et de prononcer son opinion. Et il y aura une ou plusieurs réponses. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions à propos de ce sujet et à propos d'autres sujets. and today Et aujourd'hui, il y a pas mal d'érudits et de pratiquants accomplis dans l'école Geluk qui sont arrivés à la conclusion que peut-être l'approche méditative des 3 autres écoles est préférable. and Et il y a ceux qui se réfèrent à ce qu'on appelle l'esprit ordinaire, présenté par un des pères fondateurs de l'école Kagyu, Gampopa, comme étant quelque chose de très profond.
Bena Latung Gambekala, Tene, Jepatangure, Sonia de Zawa Kavatu de Orsana. Shine Gambekala, Kare, shine gompeka. Gala, Tene, Yuma Monguchi Yungusare. Dingenzing Zuni, second one. Tela, Yontu. Lasso. Gamtu, Tashineki, Yichan Laton Gamyontu, Shinek Topji, Laton Telayang, Tachi Dingen the Zuni and the Shargiore, Slatongi top layang. Laton la, Shinek Topji Laton la Tendek Zuni Yungatu son. Now it appears. Et apparemment, lorsqu'un pratiquant, selon Shaman Control, s'entraîne à la méditation de Vipassana, il est possible que parfois le pratiquants doivent recourir à la méditation analytique, même si généralement ce n'est pas le cas, mais dans certains cas, il est raisonnable de faire cela. Pourquoi ? Si vous vous souvenez, il a été expliqué assez souvent que la méditation de Shamatha est la base pour la méditation de Vipassana. Donc, le pratiquant de Vipassana doit avoir un certain succès dans sa méditation de Shamatha, et du fait qu'il maîtrise la méditation de Shamatha, il peut s'engager vraiment dans la méditation de Vipassana. Et auparavant, quand il s'est entraîné à Shamatha, le pratiquant dans son esprit, différentes images sont apparues à cause de l'état d'esprit en un point qui est cultivé. Le fonctionnement du samadhi donne naissance à des images qui font surface dans l'esprit. Donc ces images sont catégorisées comme étant des expériences. Et quand le pratiquant de Vipassana, qui a une base correcte en Shamatha, s'engage dans la méditation de Vipassana, lorsqu'il combine la méditation de Shamatha et la méditation de Vipassana dans son samadhi, alors, à cause du fonctionnement de Shamatha, le samadhi où l'on demeure dans un état calme, ces images peuvent à nouveau faire surface, alors que le pratiquant est passé maintenant à l'entraînement à Vipassana. Et si cela se produit, alors recourir à la méditation analytique est conseillé afin que le pratiquant puisse résoudre correctement cette situation, qui est une situation où il y a certaines fluctuations, puisque des images font surface dans l'esprit.
re. Tante go kapu do tante gene pasam. Sung nian de nge ma in sarva tanda. Tenang la min do ba. Do Kana de. Lak tong kom na yang shi ne thok gi shan vai sung nian. De ta de tanda ni gi min do shi. Okay, tene. tante chetan desong de do a shine top ji sharbe zuni song do a. So the text Donc, le texte dit que, ou parle d'images ou de semblants de formes qui font surface dans l'esprit à cause de la capacité la capacité qu'a le méditant à rester dans un état calme. Ta shine che gam se chi do gam tene nam to balap ten ma shin ro de ta di gam king ngo la zungni da ma son na ta thuma deve zungni shar mo se do a Deve sung nian se du kan det ikke pågå i råd. de sam bitosam se ge arwa Rei yine sung nian se zungni se na dewa ngone marwa deve ngovo ni me pa rei se. yang ngoni me pare de chik deve namba shar do sarwa Och den så dämpar känner. ya So image Donc, le mot image ici, le mot image ne doit pas être compris de manière trop littérale. C'est-à-dire qu'une image qui est constituée de formes et de couleurs, ce n'est pas une image comme cela. Ici, il s'agit d'une expérience et il est mentionné 3 types d'expériences qui peuvent se produire en conséquence d'un haut niveau, d'une grande capacité à rester dans un état calme. Donc la première, c'est une impression de bien-être. La deuxième, c'est une impression d'illumination ou de clarté. Et la troisième, c'est une impression de non-conceptualité. Donc, ce qui se produit chez le méditant qui a atteint une haute capacité à demeurer dans un état calme, c'est qu'il expérimente une impression c'est qu'il expérimente un bien-être, ou une impression de bien-être, une impression de clarté et une impression de non-conceptualité. Le problème, c'est que puisque il n'a pas une connaissance définitive de leur absence d'essence, il les prend pour réels. Donc le mot image est utilisé afin d'illustrer la réaction erronée du méditant quand il expérimente ces 3 impressions. Quand il les expérimente, il a l'impression qu'elles sont réelles, solides. Et grâce à sa grande capacité à rester dans un état calme,
lorsqu'il combine la méditation de shamatha avec la méditation de vipassana, grâce à sa capacité à rester dans un état calme, ces images peuvent s'élever à nouveau, et lorsqu'il pense qu'elles ont une véritable réalité, c'est alors qu'il lui faut appliquer la méditation analytique afin de voir l'absence d'essence de ces images ou de ces expériences. Donc, c'est dans ce cas-là qu'il est conseillé de revenir à la méditation analytique, même si en général, dans la méditation de vipassana, ce n'est pas le cas, ce n'est pas conseillé de faire cela. Donc, l'expérience de bien-être extraordinaire est produite par la grande capacité du pratiquant à rester dans un état calme. Une fois qu'on peut rester dans un état calme, alors il y a ce bien-être qui survient. Et en fait, c'est une qualité. Néanmoins, si le pratiquant voit cela comme étant réel, alors cela devient un obstacle pour des progrès futurs. Et cela va contribuer à ce que le pratiquant prenne une nouvelle renaissance dans le samsara. Et l'état d'esprit de vipassana doit être libre de toute fabrication mentale, même les plus subtiles. Néanmoins, dans le cadre d'un pratiquant débutant de vipassana, lorsqu'il n'a pas assez progressé, puisqu'il n'a pas assez progressé sur le chemin de vipassana, il ne va pas peut-être clairement voir l'absence d'essence des objets et de l'esprit qu'il connaît. Par conséquent, une réaction de plaisir et donc d'attachement pour une expérience de bien-être extraordinaire produite par sa capacité à rester dans un état calme va empêcher des progrès ultérieurs. Donc, au lieu d'entretenir cette impression de bien-être extraordinaire, on conseille aux pratiquants de revenir à la méditation analytique afin d'arriver à la connaissance définitive de l'absence d'essence de ce bien-être. Et grâce à cela, le pratiquant va pouvoir progressivement transformer sa réaction mondaine à cette expérience en une connaissance définitive de la vacuité de cet état de bien-être. Ce qui va lui permettre d'obtenir un certain degré de connaissance de l'union de la vacuité et du bien-être.
Donc, de cette manière, le pratiquant peut faire des progrès sur le chemin de Vipassana, et jusqu'à ce qu'il obtienne une réalisation de la connaissance de l'absence de soi. Donc c'est ainsi qu'il va pouvoir faire des progrès dans Vipassana et donc atteindre au final une connaissance définitive de l'absence de soi, ou une réalisation de l'absence de soi. En ce qui concerne la question qui a été posée à propos de l'esprit d'éveil, cette personne a également posé une question sur les 10 actions qui doivent être faites de manière quotidienne. Et en ce qui concerne la réponse à cette question, Khenpo commence par dire qu'il faut réaliser le niveau sur lequel on est dans le cadre du chemin vers l'éveil. La plupart d'entre nous, on est sur un niveau où on fait des aspirations qui fait partie du début du premier des 5 chemins qui constituent le chemin vers l'éveil et qu'on appelle le chemin de l'accumulation. Et la première des 10 actions dans lesquelles on doit s'engager quotidiennement, c'est de prendre le temps d'écrire les écritures bouddhistes, de copier des textes bouddhiques. Et au temps du Bouddha Shakyamuni, l'art de l'imprimerie n'avait pas été inventé, et donc les pratiquants bouddhistes passaient beaucoup de temps à écrire les textes. Il fallait copier le texte que possédait par exemple son camarade pour pouvoir avoir un texte. Et il était de tradition que les pratiquants écrivent des copies pour les membres d'un auditoire, pour donc en préparation de l'enseignement qui allait être donné. La seconde des 10 actions, c'est de faire des offrandes aux représentations du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha, de manière quotidienne. La troisième, c'est de pratiquer la générosité envers les êtres sensibles, en particulier envers les pauvres et les animaux.
The fourth is to listen to La quatrième action, c'est d'écouter des présentations du Dharma du Bouddha. 다 transcription 있는다 배샤 있는다 때 로고 비어. so in terms of Donc, en ce qui concerne un pratiquant d'aujourd'hui, cela signifie écouter une présentation, et une fois qu'on a le transcript de cet enseignement, il s'agit de relire le transcript beaucoup de fois afin de bien étudier l'enseignement qu'on a reçu. then there is number 6. Ensuite, il y a la sixième qui est de mémoriser à la fois les mots et le sens de ce qui a été expliqué. 이제나 펜심 짓고네 던토바. La septième, c'est de travailler afin d'acquérir une vaste compréhension du sujet qui est enseigné, et une fois que cela a été fait, de partager notre connaissance avec d'autres. Et la huitième, c'est de réciter les sutras bouddhistes. Et en ce qui concerne les tantras bouddhistes, ici donc on trouve le conseil de réciter le texte qui expose une pratique de yidam, et plus particulièrement le yidam dont on a reçu l'initiation. La neuvième, c'est de contempler les différents aspects du dharma jusqu'à ce que l'on obtienne une connaissance définitive du contenu. Et la dixième, c'est de se familiariser avec ces aspects grâce à la méditation. Donc, si l'on n'est pas capable de s'engager dans ces 10 actions de manière quotidienne, on peut au moins s'engager dans quelques-unes de manière quotidienne. Encore une fois, Khenpo Rinpoche a donné beaucoup d'explications en lien avec ces 10 actions durant des cours à Dagpo, et la personne en question peut demander à l'administration pour un transcript de ces enseignements. Trana. Au revoir, à demain.